Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est les tutos de Vito. Aujourd'hui, on parle d'une question qu'on entend très souvent, et on va essayer d'y répondre. Est-ce que les Français et les Françaises sont nuls en anglais? Cette question, vous l'avez déjà entendue. Moi, dans ma vie de tous les jours, je croise un max de gens qui me disent « Ah, moi je suis nul en anglais, j'ai fait 10 ans d'anglais, je suis pas capable d'aligner 3 mots ». Je pense qu'on se reconnaît dans cette question. On sait que il y a une petite part de vérité là-dedans. Ce qui m'agace dans cette question, c'est le terme nul, enfin en tout cas, ce qui m'interroge, c'est le terme nul. Qu'est-ce qu'on entend par nul? J'ai envie de vous renvoyer la question immédiatement et j'aimerais bien que vous me répondiez dans les commentaires le plus possible. Est-ce que vous vous sentez nul? En quoi vous vous sentez nul? Est-ce que c'est en termes de confiance en soi? Est-ce que je suis nul pour parler? Est-ce que je comprends pas? Est-ce que j'arrive pas à lire? Est-ce que j'arrive pas à écrire, à former mes phrases? Voilà. Nul, ça veut tout dire et rien dire à la fois, mais ça montre que on se sent en tout cas inférieur à d'autres. Et on se compare à d'autres, notamment d'autres nationalités qui sont considérées comme meilleures que nous en anglais. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on se compare? Et c'est notre gros problème en France. Ce sont en partie à cause des tests qui sont proposés. On a beaucoup entendu parler récemment du test EF. Il y a des tests de type TOEFL, le test Evalang qu'on passe dans l'éducation nationale en classe de 3e. Tous ces tests-là, moi je les prends avec beaucoup de recul. Ils ont tendance à donner une part de la réalité, mais pas une image complète. Ce ne sont pas des tests fiables à mon avis. Alors pourquoi? Simplement parce qu'ils ne donnent qu'une partie de la réalité et ils n'évaluent que certaines compétences langagières. Très souvent, ce sont des tests qui évaluent la grammaire, la compréhension auditive et la compréhension écrite. Mais à aucun moment, ces tests n'évaluent l'expression orale, la capacité à parler. C'est pourtant ça qui nous pose un gros problème. Donc, je prends ces tests avec des pincettes, de même que je prends les sondages avec des pincettes. J'ai entendu l'autre jour 47% des Français se considèrent comme nuls en anglais. Bon, je pense qu'on est tous d'accord, on n'est pas à l'aise. Et on n'est probablement pas les plus performants. Maintenant, la raison, c'est de savoir pourquoi, pour essayer de comprendre ce phénomène et essayer d'y remédier. Pourquoi? Alors pourquoi est-ce qu'on serait nul en anglais? Alors, vous savez que moi, je suis enseignant dans l'éducation nationale. Ça fait plus de 15 ans que j'enseigne. Que je suis donc au quotidien avec des élèves. Je suis au quotidien auprès des Français. D'accord? Je ne peux pas être plus près de la société que je ne le suis dans mon métier. Le fait d'être avec des adolescents tous les jours me donne une sacrée indication de l'état et de la sensation qu'on peut avoir quand on est en position d'apprendre l'anglais. Alors la première chose que je dirais, pour moi, si on n'est pas performant en anglais en 2024 en France, c'est essentiellement parce qu'on n'a pas besoin de parler anglais. Et là, ça va peut-être vous surprendre que je dise ça. La seule façon d'apprendre quelque chose, de manière générale, je ne parle pas d'une langue, la seule façon d'apprendre quelque chose et de devenir performant, voire très performant dans quelque chose, c'est quand on en a besoin. Quand le degré de motivation est tellement élevé qu'on n'a plus l'impression d'apprendre, mais qu'on monte en compétence de manière très très rapide. En France actuellement, on ne peut pas dire que l'anglais soit nécessaire. On sait, si vous allez dans la rue et que vous interviewez 100 personnes, probablement les 100 personnes vont vous dire « Bah oui, l'anglais est extrêmement important. L'anglais est incontournable. » Oui, mais est-ce que tu en as vraiment besoin, toi, dans la vie de tous les jours? Est-ce que c'est un besoin essentiel? La réponse est non, malheureusement. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait vivre sa vie normalement, on peut être tout à fait heureux sans avoir à parler anglais. Sauf, et c'est là où ça change tout, sauf si on a des amis qui parlent anglais, on a un métier où on doit communiquer en anglais tous les jours, et là c'est une obligation. Sauf si on communique avec des étrangers avec lesquels on n'a pas de langue commune.
Donc, tant qu'on ne ressentira pas le besoin et la motivation, on aura du mal à faire des progrès. Deuxième élément très important, c'est l'immersion. Pour progresser dans une langue, il faut qu'il y ait immersion. Alors attention, immersion, ça ne veut pas dire partir 6 mois dans le pays. C'est sûr que ça aide. Immersion, ça veut dire avoir un quotidien avec l'anglais. Si vous regardez cette chaîne, si vous êtes abonné au tuto de Wito, il est fort probable que vous ayez un rapport avec la langue qui soit positif. Un rapport avec la langue qui soit fréquent, voire quotidien. Moi, ça fait depuis que je suis au collège que j'ai un contact quotidien avec la langue. Il n'y a pas une journée de ma vie, je crois pas, où je n'ai pas entendu, ou lu, ou parlé anglais. Vous me direz, c'est normal, c'est ton boulot, c'est ta passion, ok. N'empêche que, pour progresser, il faut ce quotidien avec la langue, il faut cette immersion. Et je pense que si on ne progresse pas autant qu'on le voudrait en anglais, c'est justement parce que la fréquence d'exposition est insuffisante. Et c'est en lien direct avec la motivation. Parce qu'avoir besoin de l'anglais nous amène à utiliser l'anglais et à être en contact avec l'anglais et donc à progresser. Et c'est un cercle vertueux. De la même manière, ne pas se sentir obligé de parler anglais ni de consommer des contenus en anglais nous éloigne d'une fréquence, nous éloigne de la langue, et plus on s'éloigne de la langue, et moins on progresse, et c'est le cercle vicieux. D'accord ? Si on ne progresse pas, c'est essentiellement une question de motivation, et là je ne suis pas en train de dire les Français ne sont pas motivés, c'est juste qu'ils n'en ont pas besoin. Ils peuvent faire sans, on peut largement faire sans. Et c'est triste à dire, je suis enseignant moi, mais je vois mes élèves, ils peuvent tout à fait faire sans. Moi, toutes les personnes qui m'entourent et que je vois progresser très vite, qu'il s'agisse d'élèves, d'étudiants ou d'adultes autour de moi, que je vois progresser très vite, sont des gens qui ont trouvé une motivation externe à l'anglais, qui ont compris, de manière consciente ou pas, que l'anglais n'était pas du tout une fin en soi, mais plutôt un moyen de parvenir à quelque chose. Je m'explique. Les meilleurs élèves que j'ai au collège sont les élèves qui jouent aux jeux vidéo. Vous allez me dire, ah bon? Eh ouais, les élèves qui jouent aux jeux vidéo en réseau et qui communiquent avec des Coréens, des Suédois et un Polonais dans la même soirée en jouant pendant 1 heure ou 1 heure et demie avec un casque et un micro, ils se servent de l'anglais comme un moyen, pas comme une fin en soi. Ils ne se disent pas, tiens, je vais apprendre l'anglais. Ils apprennent de manière indirecte et c'est lié à un besoin, c'est lié à une motivation. Un étudiant qui part en stage, qui sait qu'il va aller en stage pendant 3 mois à Dublin, il sent le besoin impérieux de devoir augmenter la fréquence d'exposition à l'anglais, de devoir parler, écouter et s'immerger le plus possible avant de partir. Les résultats et les progrès sont faramineux. Des adultes qui, à l'école, ont fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, et c'est peut-être votre cas, qui ont fait 10 ans, 15 ans d'anglais à l'école et qui n'ont pas progressé, et qui tout d'un coup trouvent un boulot dans lequel il va falloir parler anglais, en 6 mois, en 1 an, ils peuvent avoir fait beaucoup plus de progrès que dans les 15 années précédentes. Alors, le point suivant, et je pense que vous voyez directement où je veux en venir, est-ce que l'école a une responsabilité là-dedans? Est-ce que l'école, est-ce que la façon dont l'anglais est enseigné a un lien avec le manque de performance des Français en anglais? Probablement que oui, et j'en suis le premier responsable. Alors attention, il faut aussi voir les conditions dans lesquelles l'anglais est enseigné. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Je peux vous assurer, pour l'avoir fait depuis 15 ans, que enseigner une langue à raison de 3 heures par semaine, 3 heures, vous imaginez ce que c'est? C'est rien. 3 heures par semaine, avec une classe de 30 élèves en moyenne, entre 25 et 30, c'est quasiment mission impossible. Ça se fait, on progresse, on avance, on bosse. Mais on n'est pas dans des conditions qui sont optimales pour le faire. Ça, c'est clair, et je pense que la majorité de mes collègues font tout ce qu'ils peuvent pour transmettre cette langue qu'ils adorent
et d'essayer de faire que leurs élèves s'améliorent au quotidien. Mais les conditions dans lesquelles on enseigne, je ne suis pas en train de me plaindre, hein. C'est un constat. Je veux dire, mettez 30 mômes de 14 ans dans une même classe pendant 1 heure, le constat va être que ça va être très difficile de faire parler tout le monde. Voilà, tout simplement. Et ça va être très difficile de motiver des élèves. Et je pense que la question de la motivation, elle revient aussi. C'est de savoir, est-ce que les élèves ressentent le besoin d'apprendre cette langue? Je ne crois pas. Parce que quand ils sont sur Internet, ils peuvent traduire. Quand ils regardent la télé, tout est en français. Quand ils lisent, c'est en français. Ils ont leur langue maternelle. Ce n'est pas forcément une évidence que d'aller vers une langue étrangère. Et si on en revient à 3 heures par semaine, honnêtement, ça peut vous paraître beaucoup comme ça, mais 3 heures par semaine, ça passe extrêmement vite. Oui, alors vous me donnez 15 élèves pendant 4 heures ou 5 heures par semaine sur 2 ans ou 3 ans, à la fin des 2-3 ans, ils sont quasiment bilingues. Okay, mais c'est pas le cas. D'accord, nous, c'est 25-30 élèves, parfois plus, avec des élèves très différents, avec des élèves avec des profils extrêmement différents. C'est pas mission impossible, mais c'est une mission très compliquée. Et je pense qu'on ne peut pas, et ce serait malhonnête, que de remettre la faute sur les enseignants. Sur le système éducatif, oui. Sur l'organisation des enseignements, oui. Les enseignants qui sont au travail tous les jours avec nos enfants sont pour la plupart des gens extrêmement bien formés, sauf qu'on n'a pas les conditions nécessaires et les conditions optimales pour le faire. On fait avec ce qu'on peut, on fait avec les moyens du bord, et je peux vous dire que les moyens sont quand même pas super. Bref. Il y a un deuxième point qui fait qu'on se sent nul en anglais. Et là, je pense qu'on va tous être d'accord. C'est la question de la confiance en soi. Et de l'erreur. On a peur, on est terrorisé par le fait de faire des erreurs. On a cette impression qu'il faut viser la perfection avant d'être autorisé à parler. Et que si on commet des erreurs, ça veut dire qu'on n'est pas assez bon et que donc on n'est pas légitime à s'exprimer dans une langue étrangère. J'ai vraiment cette impression-là qu'une personne qui chercherait à bien parler anglais pourrait limite se faire un peu moquer par les gens autour. Oh, genre, tu te la pètes un peu, dis donc, tu parles avec un sacré accent. On sent qu'il y a une peur de bien faire autant qu'une peur de mal faire, parce qu'on se sent jugé. En France, on a peur du ridicule. Et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. On a un sentiment d'infériorité, et c'est dû au fait qu'on a l'impression de faire des erreurs sans arrêt. Et je ne sais pas d'où ça vient, il y a une sorte de culture autour de l'erreur en France, qui vient sans doute de l'école, hein, du fait d'avoir été noté et comparé les uns aux autres, en disant il y a un 20 sur 20, il y a un 0 sur 20. Et que si on n'est pas suffisamment performant, on n'a pas la note suffisante qui va. Alors, c'est pas que je suis contre les notes, moi je suis pour l'évaluation. Évaluer, c'est extrêmement important. Mais évaluer de manière positive et évaluer ce qui va bien plus que ce qui va mal. Et dans le système français, on a tendance à pointer du doigt ce qui va mal et ne pas toujours mettre en valeur ce qui va bien, ce qu'on sait faire. J'essaye au quotidien, moi, d'aller contre ça. Mais franchement, c'est pas évident. Parce qu'on a toujours cette volonté en tant qu'enseignant de souligner l'erreur. Vous voyez ce que je veux dire ? Le problème, c'est que ça crée chez les élèves une peur de l'erreur et un sentiment de mal-être, un sentiment d'imperfection. À savoir que c'est jamais assez bien. Or, il y a quelque chose de très important dans la confiance en soi. C'est justement le fait qu'on laisse les gens s'exprimer, qu'on laisse les gens parler. Les élèves doivent avoir de l'espace. De l'espace pour faire des erreurs, de l'espace pour expérimenter, pour jouer avec la langue et pour se tromper. Parce que je ne connais aucun domaine où on devient bon du jour au lendemain. Tous les domaines d'apprentissage
on balbutie au départ, on tâtonne, on se trompe, on fait des erreurs, et petit à petit, on rectifie. En langue vivante, on se compare. Et on voit le haut de la montagne comme un objectif, à savoir le haut de la montagne, c'est être bilingue. Mais on zappe toutes les étapes intermédiaires, et on se sent un peu ridicule de ne pas réussir à transmettre ce qu'on a dans la tête, dans notre langue maternelle, dans une langue étrangère. Et c'est normal, parce qu'une langue étrangère, parler une langue étrangère, c'est se mettre en danger. On l'a tous ressenti quand on essaie, moi-même, quand j'essaie de parler en italien, ou quand j'essaie de parler en allemand, je panique un peu. Et vous avez tous paniqué à un moment ou à un autre. Ce qui est vraiment, vraiment essentiel, c'est de se dire, ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave de ne pas trouver un mot, ça n'est pas grave de ne pas finir une phrase. Et pour dédramatiser la situation, il faut vraiment prendre les choses à l'envers et se dire, mais quand une personne étrangère essaye de parler français, est-ce qu'à un seul moment, on va la juger? Moi, je connais aucun Français qui va venir se moquer d'un Coréen qui essaierait de parler français, avec un très fort accent coréen, mais on arriverait à le comprendre. Et limite, on serait très admiratif de ça. Un Américain qui parle avec un accent anglais très fort quand il parle français. Oui, moi je suis américain et je travaille quelque part. Je voudrais devenir parler bien un bon français. Vous imaginez quelqu'un qui parle comme ça? Mais on serait là, waouh, il fait un effort, quoi. Il se débrouille vachement bien en anglais. Mais pourquoi est-ce que vous, quand vous parlez anglais, c'est la même chose, vous parlez un peu de la même manière. Pourquoi est-ce que ce serait gênant? Simplement, je crois qu'il y a une barrière psychologique qu'il faut qu'on arrive à dépasser. Il faut qu'on arrête de se dire qu'on est observé, qu'on est jugé, et que la meilleure des solutions, c'est d'être dans l'action, dans l'essai, dans l'expérimentation, pour essayer de développer une fluidité. C'est ce qu'on appelle en français, en anglais, la fluency, et qui s'oppose à accuracy. Fluency, c'est être capable de parler de manière continue. Même si grammaticalement on n'est pas très performant, si on fait des erreurs, au moins on parle et on ne s'arrête pas. Alors que accuracy, to be accurate, c'est être extrêmement précis grammaticalement. Mais pas forcément, c'est-à-dire faire une phrase qui sera extrêmement bien construite, mais qui va s'arrêter très vite. Ok? Et je pense vraiment que on va progresser et que les Français se sentent nuls en anglais parce qu'ils n'ont pas eu forcément l'habitude d'expérimenter la langue sur le continu, mais plutôt d'être interrompus ou juste montrés du doigt parce qu'ils avaient commis une erreur grammaticale quelconque ou une erreur de prononciation quelconque. Mais en aucun cas, ça ne bloquait la communication. En aucun cas, cette interruption-là aurait dû avoir lieu. Donc, est-ce que les Français sont nuls en anglais? Certainement pas. Est-ce qu'ils ont peur du ridicule? Oui. Est-ce qu'ils ont un sentiment d'infériorité? Probablement. Je pense que c'est avant tout une question de confiance en soi. En tant qu'enseignant et formateur, moi, mon discours principal, c'est de dire l'anglais doit être commencé le plus tôt possible, dès le plus jeune âge, dès la maternelle, pour plusieurs raisons. Développer la musicalité de la langue, faire en sorte que des enfants entendent comment une langue se prononce, les habituer aux sonorités, en les faisant chanter, en les faisant jouer, dans un premier temps. Cet aspect-là va faire qu'ils vont prendre confiance. Prendre confiance, c'est ne pas avoir peur. Ce qui veut dire que quand ils vont se retrouver un peu plus âgés, ils vont avoir confiance en eux, ils vont être capables de prendre la parole sans considérer qu'on fait potentiellement des erreurs. Ils vont s'amuser avec la langue. Ils vont utiliser la langue comme certains adultes le font, et peut-être que vous en faites partie. Les adultes qui se sentent en confiance. Ça ne veut pas dire qu'ils sont performants en anglais, mais il y a des gens qui sont complètement désinhibés. Qui parlent, qui font des erreurs, certes, mais qui parlent, qui sont dans la communication. Mais pourquoi? Simplement parce qu'ils ne sont pas dans le contrôle. Et en France, on est dans le contrôle.
On a besoin de contrôler les choses pour se donner la légitimité de prendre la parole. Mais il y a des gens qui sont complètement désinhibés naturellement, mais comme le sont les enfants. Donc, dès le plus jeune âge, donner confiance, ne certainement pas associer une langue vivante avec une certaine idée du ridicule, mais plutôt faire en sorte que la langue devienne un vecteur de communication, un moyen de communication pour accéder à une culture, pour accéder à des livres, à des films, à des interactions avec des vraies personnes, à une culture de manière générale. Donc, toi qui regardes cette vidéo, j'aimerais savoir quel âge tu as, j'aimerais savoir depuis combien de temps tu apprends l'anglais, et j'aimerais savoir comment tu te sens quand tu parles anglais, et si tu t'es reconnu dans certaines choses que j'ai dites là, est-ce que tu te sens nul en anglais? Et surtout, est-ce que tu sens qu'il y a un changement qui s'opère? Est-ce que les choses évoluent positivement pour toi? Ou est-ce que tu restes stagné au même niveau? Et je terminerai la vidéo là-dessus. C'est une chose de dire qu'on n'est pas performant en anglais, c'est une chose de dire wow, « moi j'ai toujours été nul en anglais ». Oui, mais c'est pas une fatalité. D'accord? Ça, je refuse de dire que c'est une fatalité. On peut avoir des difficultés, mais je ne connais personne qui reste sur des difficultés, à condition, évidemment, d'être dans une position active et de chercher à s'améliorer. Donc là, je vais peut-être vous dire quelque chose de choquant, mais les personnes qui disent « pour être bon dans une langue, il faut parler, je crois pas. Je crois pas. Et mon expérience me prouve le contraire. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais parler. Mais pour moi, la première des choses à faire, c'est de recevoir. Pour moi, c'est l'input qui est le plus important. C'est-à-dire s'exposer quotidiennement à de l'anglais, sous forme de podcast et sous forme de lecture. Il faut entendre et il faut lire. D'accord? De cette manière, vous allez vous forger tout un tas de repères. Vous allez vous familiariser avec la musicalité de la langue, avec la structure de la langue en lisant. Ok? Vous allez petit à petit passer de la réception à la production. Et c'est en ça que je dis que ça ne sert à rien de parler pour parler, de se forcer à parler. Je pense qu'il est plus important au quotidien de s'exposer à des contenus en anglais, mais des contenus qui soient compréhensibles. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Des contenus compréhensibles, ce sont des contenus qui ne sont pas trop difficiles pour vous. Un tout petit peu supérieur à votre niveau. Si vous lisez et que vous comprenez 100% de ce que vous lisez, peut-être qu'il est de bon ton de vous dire je vais peut-être choisir un niveau un petit peu au-dessus. D'accord? Mais et de la même manière, quand vous écoutez un podcast, et si vous comprenez 100% de ce qu'il y a dans ce podcast, ça veut dire que la personne qui parle, elle parle doucement et la charge vocabulaire n'est pas très élevée, mais vous allez essayer de monter et de commencer à vous exposer à des contenus de plus en plus difficiles. Mais il est vraiment extrêmement important de recevoir. D'accord? C'est comme ça qu'on apprend une langue, c'est en recevant. Mais pas en recevant de manière passive, en recevant de manière active. Et en prenant tous les contenus, en prenant des notes, en les réécoutant plusieurs fois, en répétant également certaines parties des contenus que vous écoutez. En lisant et en cherchant à comprendre ce que vous lisez. Et petit à petit faire la transition entre la réception et la production. Okay? Donc ça me paraît vraiment quelque chose d'essentiel. Et je vous parlais d'immersion tout à l'heure, eh bien je pense que cette immersion-là, elle est tout à fait faisable quand on est seul pour apprendre. Alors si vous prenez des cours à l'extérieur, voilà, c'est parfait, parce que vous aurez un enseignant qui va se charger de ça. J'en profite pour vous dire que j'ai fait un épisode il n'y a pas si longtemps où je vous donne une méthode quotidienne pour apprendre à parler anglais. Je la mets en description dans la vidéo, vous pouvez cliquer dessus et aller voir cet épisode qui est vraiment bien fait, qui vous donne voilà, une méthode en 20-25 minutes par jour, en vous donnant des conseils très pratiques et des choses à écouter, à voir, à lire et aussi à parler. Mais je le répète, c'est pas forcément la meilleure solution que de vouloir parler à tout prix. Je pense qu'il est plus important de recevoir. Voilà, merci beaucoup. Si jamais vous voulez également progresser en anglais, j'ai sorti un bouquin qui s'appelle Bientôt bilingue. Je vous le mets ici, vous pouvez le commander en cliquant sur le lien.
Ça me ferait très plaisir. Dites-moi dans les commentaires tout ce que vous avez pensé de cette petite discussion qui était longue, mais en fait, c'est pas grave. Je suis en train de me dire que le format YouTube, des fois, il faut faire du court, mais des fois aussi, il faut prendre le temps de discuter et d'avoir une conversation avec vous. Moi, ça me fait hyper plaisir. Donc, j'attends vos commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé et dites-moi si vous vous sentez vraiment si nul que ça en anglais et pourquoi. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.